On s'est tous déjà posé la question, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'un nouveau médicament est efficace et surtout sans danger? Aujourd'hui, on plonge au cœur de cette question, dans le monde complexe et parfois controversé des études précliniques, en s'intéressant plus particulièrement au rôle des animaux. Cette citation, elle met le doigt sur un vrai paradoxe, hein. D'un côté, la communauté scientifique considère que c'est une étape encore indispensable. De l'autre, ça soulève d'énormes questions éthiques dans la société. C'est ce tiraillement qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Alors, pour y voir plus clair, on va procéder en 4 temps. D'abord, un petit retour en arrière pour comprendre d'où vient cette pratique. Ensuite, on regardera les règles du jeu aujourd'hui, le cadre éthique. Puis, on entrera dans le concret. Comment choisit-on le bon modèle animal? Et enfin, on se tournera vers l'avenir pour explorer les nouvelles pistes. Allez, on commence par le commencement. Un peu d'histoire. L'utilisation d'animaux en recherche, ce n'est pas nouveau, hein, loin de là. C'est même à la base de découvertes qui ont complètement bouleversé la médecine moderne. Pensez-y une seconde. Le vaccin contre la rage de Pasteur, la découverte de l'insuline qui a changé la vie de millions de personnes diabétiques, ou encore la pénicilline de Fleming qui a ouvert l'ère des antibiotiques. Le point commun entre toutes ces révolutions médicales, eh bien, elles n'auraient tout simplement pas été possibles sans les études menées sur des modèles animaux. D'accord, l'importance historique est claire, mais ça amène tout de suite une question. Comment s'assure-t-on que tout ça est fait de manière éthique? Au Canada, la réponse, c'est un cadre réglementaire extrêmement strict, qui est en place depuis des décennies. Et au cœur de ce système, il y a le Conseil canadien de protection des animaux, le CCPA. Depuis 1968, c'est lui, le gardien du temple de l'éthique. Sa mission, s'assurer que chaque institution, chaque laboratoire, suit les règles à la lettre. Et toute la philosophie de ce cadre repose sur un principe fondamental, la règle des 3 R. C'est une règle d'or. Remplacer, si on peut faire autrement, sans animaux, on le fait. Réduire, on utilise le strict minimum d'animaux nécessaires, pas un de plus. Et enfin, raffiner, on fait tout pour minimiser la douleur ou le stress des animaux. C'est non négociable. Et ce ne sont pas que de belles paroles. Les chiffres de 2019 parlent d'eux-mêmes. Près de la moitié des animaux utilisés ne ressentent que peu ou pas d'inconfort. Et à l'autre bout du spectre, les procédures les plus pénibles, souvent liées à des exigences réglementaires, ne représentent que 3% du total. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre historique et éthique, entrons dans le vif du sujet, dans le laboratoire. Comment un scientifique choisit-il le bon animal pour la bonne étude? C'est tout un art, et la diversité des options est assez surprenante. Il faut oublier l'image du simple rat de laboratoire. La recherche fait appel à une vraie ménagerie. Des souris et des rats, bien sûr, mais aussi des lapins, des chiens, des porcs pour la chirurgie cardiaque, des primates pour la neurologie, et même, tenez-vous bien, des hamsters, des poissons et des homards pour étudier le système nerveux. Chaque espèce est une clé, choisie pour une raison biologique très précise. Bien sûr, le choix d'un modèle n'est pas qu'une question de biologie. Le porte-monnaie joue aussi un rôle. Une souris de laboratoire standard, par exemple, ça ne coûte que quelques dollars à l'achat. Mais attention, le prix d'achat, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Pour un animal plus gros, comme un chien, il faut compter près de 25 dollars par jour, juste pour l'hébergement et les soins. Et si on parle de modèles très proches de l'humain, comme les primates, les chiffres s'envolent. Le coût d'un seul macaque peut atteindre 25 000 dollars, un prix qui a été multiplié par 5 après la pandémie. Ça montre l'immense complexité de leur prise en charge. Alors face à cette diversité de modèles et de coûts, comment les scientifiques font-ils le bon choix? Prenons un exemple concret, la lutte contre l'excès de cholestérol. Une étude a comparé 24 modèles animaux différents et le résultat est étonnant. On s'aperçoit que les animaux qui ressemblent le plus à l'humain sur le plan biologique, comme certains hamsters ou primates, ne sont pas forcément ceux que les chercheurs utilisent le plus. Souvent, on continue d'utiliser des modèles par habitude. La leçon à retenir est simple, mais elle est essentielle. En science, les habitudes ne remplacent pas la rigueur. Il est crucial de toujours remettre en question ses choix pour s'assurer que le modèle utilisé est vraiment le meilleur, le plus prédictif pour simuler la maladie humaine qu'on étudie. Ce qui nous amène tout naturellement à notre dernière partie. Quelles sont les limites de ces modèles? Et surtout, quelles sont les innovations qui pourraient un jour changer complètement la donne? C'est la limite fondamentale à toujours garder en tête. Un animal n'est pas un humain miniature. Malgré toutes les similitudes, des différences biologiques cruciales existent, et elles peuvent absolument tout changer dans les résultats. L'exemple du paracétamol est frappant. Une surdose chez l'humain va détruire le foie. Chez le chat, à cause d'une différence d'enzymes, le même produit s'attaque aux globules rouges. C'est un exemple parfait qui montre à quel point il peut être dangereux de transposer directement un résultat d'une espèce à une autre.
C'est justement pour surmonter ces limites que la recherche innove à toute vitesse. On voit apparaître ce qu'on appelle les NAM, les nouvelles méthodes alternatives. Et là, c'est assez fascinant. On parle d'organes sur puce ou d'organoïdes, des sortes de mini-organes en 3D cultivés en laboratoire. Et ce n'est pas de la science-fiction. La FDA, la grande agence américaine du médicament, est sur le point de valider officiellement certaines de ces technologies dès 2025. C'est un pas de géant vers une recherche avec de moins en moins d'animaux. Mais soyons clairs, si ces technologies sont très prometteuses, elles ne sont pas encore parfaites. Un organe sur puce peut mimer un foie, oui, mais il ne peut pas encore reproduire la manière complexe dont ce foie interagit avec le cœur, le cerveau et tout le reste du corps. Et ça nous ramène à notre point de départ. La conclusion, pour l'instant, c'est que malgré ces progrès fulgurants, on ne peut pas encore se passer complètement des modèles animaux. C'est encore essentiel pour garantir que nos futurs médicaments soient à la fois sûrs et efficaces pour l'organisme dans son ensemble. On est donc à un carrefour fascinant où la science et l'éthique avancent main dans la main. La grande question pour demain, c'est de savoir comment on va trouver le juste équilibre entre le rythme de l'innovation, qui nous pousse vers des méthodes plus précises et plus éthiques, et l'urgence de trouver de nouveaux remèdes pour les maladies qui nous touchent.